Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Conseils, informations pratiques, actualités, tout ce dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, explorons le domaine de l'intelligence artificielle en milieu professionnel et tentons de répondre à la question: comment cette innovation transforme-t-elle nos méthodes de travail? Pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Damien Fontaine, Data Scientist au sein du groupe MG. Merci Damien d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Émilie. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors Damien, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Damien, comme tu l'as dit. J'ai eu un parcours, somme toute, assez simple. Donc, j'ai fait une passerelle vers une licence et un master en physique fondamentale. À la suite de quoi, en fait, j'avais une fibre entrepreneuriale assez forte, assez vite, assez tôt en tout cas. Et avec un ami d'enfance, on a parlé de ça et on a eu l'idée de monter une boîte web, ce qu'on a fait. Donc pendant une petite dizaine d'années, on a fait ça. Sur les dernières années, on a même créé un produit qu'on a, qu'on a pu faire financer par la région, par les business angels. Donc ça m'a donné une expérience super intéressante. Donc on a fermé cette activité-là à terme. Et après, avec la crise du Covid, voilà, les postes ont un peu varié beaucoup. Enfin, en fonction des responsabilités, c'était pas forcément sûr de garder son poste. Donc, vraie anecdote, j'ai tapé sur Google quel est les métiers avec la meilleure employabilité. Je suis tombé sur Data Scientist. J'étais assez intrigué, donc j'ai lu le descriptif et ça m'a beaucoup plu. Je pense que ça résonnait avec des intérêts que j'avais. Donc, je me suis inscrit à une formation Open Classroom que j'ai faite et puis j'ai été diplômé et j'ai postulé chez MG et me voilà. Tu nous parles des métiers dans la data, est-ce qu'il y en existe différents types? Oui, dans ce que j'ai regardé, il y a, dans le domaine de la donnée, il y a en tout cas trois grandes familles de métiers qui sont assez définies. C'est un peu par strates qui se superposent. Il y a la première entrée, c'est data analyst. Donc l'idée là, c'est qu'on a des données à disposition et on les met en forme, souvent avec un outil. Par exemple, chez MG, on utilise Power BI, mais il y en a d'autres. C'est un outil qu'on appelle de dashboarding, c'est-à-dire on fait des tableaux de bord à partir de données brutes. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, il y a un autre niveau, c'est data scientist. Donc ça inclut évidemment le niveau de data analyst. Et ça ajoute une brique où on est capable de faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on entraîne des modèles à détecter des patterns ou des rapports entre plusieurs composantes d'un jeu de données. Donc vous imaginez que vous avez un énorme tableau Excel avec plein de colonnes, ça représente ce qu'on appelle des features, des paramètres. Et le modèle, il définit un modèle mathématique qui recoupe le plus ces paramètres-là, et ça permet après de faire soit des prédictions, soit des détections de panne ou d'irrégularités. Voilà, ça permet de faire vraiment plein de choses. Après, le métier de la data, c'est hyper large, donc vous donner des exemples précis, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça s'adapte à plein de types de recherche ou d'entreprise. Et après, le troisième degré, c'est data architect, on appelle ça. Donc lui, il a les deux straps d'en dessous, et en plus, il est chargé de sécuriser, en tout cas de mettre en place des process pour capter la donnée, la structurer et la mettre à disposition la plupart du temps dans des boîtes un peu importantes et structurées en données. Ils les mettent à disposition aux data scientists et analystes pour qu'ils aient accès à la donnée qu'ils veulent et qu'elle soit déjà structurée pour qu'ils puissent l'exploiter tout de suite. Est-ce que l'IA joue un rôle essentiel dans le milieu professionnel aujourd'hui? Alors clairement, je pense que tout le monde a entendu parler de choses comme ChatGPT ou des outils qui sont émergents en ce moment. Euh, pour moi, c'est un peu le même effet qu'il y a pu avoir quand on est passé du téléphone fixe au téléphone portable ou de rien à Internet. C'est vraiment des changements de paradigme dans les sociétés qui nous sont presque imposés. Enfin, du jour au lendemain, boum, on entend une nouvelle sur ça, tout le monde va tester et ça transforme tous les métiers dans toute la société. Et je pense qu'avec l'IA, on est vraiment en train de vivre ça. Après, comme pour les deux exemples que j'ai donnés, il y a aussi des effets d'aubaine à ces moments-là où voilà, les gens parlent de tas de choses sans forcément comprendre de quoi ils parlent. Et donc là, on entend des IA à toutes les sauces. Dès qu'on regarde un outil, tout le monde dit voilà, il y a de l'IA dedans. Alors que c'est loin d'être le cas la plupart du temps. La plupart du temps, c'est simplement des schémas ou des schémas logiques qui sont mis en place derrière qui ressemblent à de l'IA quand on les regarde, mais c'est pas de l'IA. L'IA telle que je pense les gens se la représentent, c'est-à-dire, en tout cas moi je me la représente comme ça, c'est
un peu ce qu'on voit dans les films un robot qui est capable de reproduire une action humaine. Ça, on en est encore très très loin. On y arrive avec des machines qui reproduisent des tâches mécaniques, mais c'est pas demain où on va vraiment avoir une vraie intelligence artificielle qui est capable de comprendre d'elle-même des tas de choses. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, c'est des modèles mathématiques qui sont entraînés à voir des relations entre des choses et à prédire des choses. Typiquement, ChatGPT, c'est ça, c'est un modèle de langage, donc il est entraîné à reconnaître des liens entre les mots. Et quand vous lui posez une question, il va détecter quel mot est le plus probable d'arriver après celui d'avant, et il crée des phrases comme ça. Et c'est pas l'intelligence artificielle qu'on peut voir dans les films. Donc oui, ça va transformer énormément de choses, mais je pense que c'est encore aux prémices de ça. Euh, ça va générer des retransformations, mais dans tous les sens, quoi. Tu as évoqué la notion de machine learning juste avant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, eh ben, le machine learning, c'est un sous-ensemble de l'IA. Donc, on imagine des grands ronds qui s'incluent. Il y a l'énorme rond de l'IA. Dedans, on peut inclure le machine learning et encore dessous, ce qu'on appelle le deep learning. Donc, le machine learning, c'est ce que je vous disais, c'est on entraîne un modèle mathématique à détecter des relations entre des composantes. Et donc l'idée, c'est qu'elle apprenne et qu'elle puisse après donner une réponse à nouvelle donnée qu'on lui donne. Je vous donne un exemple. Vous apprenez à un modèle à détecter le prix d'un bien immobilier sur la région Rhône-Alpes, par exemple. Donc vous allez l'entraîner en lui donnant plein de valeurs d'appartements avec une des composantes assez naturelles qu'on imagine, c'est les mètres carrés. Mais on peut en inclure plein d'autres. On peut inclure à quel étage est le bien, dans quel secteur géographique, quel quartier, est-ce que c'est une famille, est-ce que c'est un immeuble, les consommations électriques. Enfin voilà, ça peut faire, j'imagine, 50 ou 100 composantes. On donne ça au modèle. On peut imaginer qu'il va essayer de tracer une droite entre tous ces points et il va tester plein de variables et il va trouver un modèle qui se rapproche le plus de ces points-là. Donc là, on peut dire qu'on aura entraîné le modèle et après on va lui donner une nouvelle donnée, c'est-à-dire on va lui dire, bah, moi j'ai tel appartement avec telle composante et il va dire, bah, je te prédis que le prix du bien, ce sera tant. Ça, c'est typiquement un bon exemple de machine learning, mais après, c'est adaptable à beaucoup de domaines et il y a quelques ensembles qui sont assez classiques. Il y a le secteur, on va dire, numérique avec des chiffres, mais il y a les images. Donc là, on peut entraîner des modèles à détecter des patterns sur des images. Donc, par exemple, quand vous allez sur Facebook et qu'il détecte que c'est telle ou telle personne, c'est un modèle derrière qui a appris à vous reconnaître. Parce que finalement, une image, c'est quoi? C'est des pixels. Des pixels, c'est des nombres. Et du coup, le principe que je vous ai expliqué avec les appartements, il s'applique également aux images. Et il y a une autre grande famille de modèles en machine learning, c'est le langage, donc qu'il soit textuel ou vocal. Et là, pareil, en fait, des mots, on peut les retraduire sous forme de vecteurs pour ceux qui ont encore des souvenirs de leur cours de maths. Et en gros, le modèle, il va faire un espèce de corpus de mots où il va détecter des parallèles ou des, des similarités entre les mots, ou en tout cas que certains mots sont souvent attachés au même mot. Et voilà, il va se faire un espèce d'énorme vecteur comme ça. Et après, quand vous allez lui poser des questions, bah, c'est des probas, il va dire, bah, la plupart du temps, le mot qui arrive après, c'est celui-là. Et donc voilà, pour faire un peu simple, ça, c'est un autre modèle de machine learning. Donc c'est adapté à plein de choses et si on revient à la question de tout à l'heure sur est-ce que ça transforme la société, ben oui, on le voit sur tellement de choses. C'est appliqué, des fois on s'en rend même pas compte, mais quand vous êtes sur votre téléphone portable et que ça vous suggère des mots, c'est du machine learning en langage. Quand vous regardez des émissions télé de sport et que vous avez des stats, c'est des caméras qui détectent les mouvements et qui sont retraités derrière. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine du médical où on entraîne des modèles à détecter si on a un cancer sur une radio, par exemple. Enfin voilà. Tu nous parlais de ChatGPT. Est-ce qu'il y a d'autres outils assez faciles d'accès pour tous et qui pourraient simplifier les tâches quotidiennes d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément experts en IA? Alors pour le langage, effectivement, ChatGPT c'est le leader, on va dire, parce qu'ils ont fait un gros effet de pub sur ça et c'était effectivement un des premiers qui est arrivé sur
le marché public. Donc, il est hyper facile d'accès. C'est OpenAI, vous allez dessus, il y a des comptes gratuits, vous pouvez tester. Franchement, c'est hyper intéressant de voir comment ça fonctionne et ce qu'on peut en sortir. C'est assez bluffant, franchement. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a, je crois, Mistral, il y a BERT, il y a plein d'autres modèles autres que ChatGPT. Donc après, un peu à chacun faire sa popote, mais il y a plein de choses à découvrir sur ça. Après, il y a des modèles, c'est super intéressant aussi, des modèles d'image. Donc ça, vous pourrez rechercher, mais en gros, vous lui donnez une description et ça vous génère une image. Et ça, c'est assez fou de s'entraîner. Alors, il y a Dali, il y en a plein, vous trouverez sur Google. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est vraiment bluffant aussi de s'imaginer qu'un modèle peut interpréter une demande en termes textuels et la transcrire sous forme d'image. Franchement, c'est hyper bluffant ce qu'ils arrivent à faire et c'est hyper amusant aussi d'essayer de demander des trucs un peu farfelus. Donc, ouais, à essayer. Après, c'est moins aisé de s'imaginer comment ça peut s'intégrer dans des entreprises au sens large. Mais voilà, c'est ce qui se fait de plus grand public en tout cas. Donc, pour se familiariser à l'IA, c'est assez sympa. Du coup, l'IA chez AMG, tu nous parlais de Power BI, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors Power BI, c'est en soi, si je suis ma logique de ce que c'est l'IA, c'est pas enfin, complètement un outil d'IA, mais c'est un outil qui est souvent rattaché au métier autour de l'IA, donc data analyst, scientist et architecte. Et en gros, c'est un outil qui permet de se connecter à des bases de données. Donc, encore une fois, si vous savez pas ce que c'est une base de données, il faut imaginer que c'est un gros tableau Excel avec plein d'informations dedans. Donc l'outil il se permet de se connecter à plein de bases différentes qui ont des formats différents. Voilà, c'est du jargon technique, mais en gros, ça permet d'agréger, de recueillir toutes ces données-là. On peut les mettre en parallèle, les comparer, les recouper, et on les synthétise et on les met sous une forme qui est plus lisible pour les personnes à qui elles seront utiles. Donc c'est pour ça on appelle ça des tableaux de bord. Et la plupart du temps, on met en avant des indicateurs ou des graphiques ou des tableaux qui permettent de suivre une activité ou de prédire certaines choses. Et voilà, ça permet d'avoir une vision long terme et synthétique des choses, macro, souvent qu'on perd un peu de vue quand on est chef d'entreprise ou qu'on a un peu la tête dans le guidon, qu'on a plein de choses à faire. Bah, des fois, on a du mal à savoir où on en est. Et c'est des outils qui sont hyper puissants pour ça, et parce qu'ils permettent de garder le cap et d'avoir une visualisation de ce qui se passe. Moi, j'aime bien l'image du chef d'entreprise un peu successful qui est au bord de sa piscine sur sa chaise longue, qui a sa télé avec son chiffre de vente qui augmente. Bah, voilà, c'est un peu ça. Franchement, on n'est pas loin de la réalité. Souvent il y a un peu plus que juste le chiffre d'affaires qui augmente. Mais voilà, c'est vraiment pour moi un outil c'est un capitaine de navire qui a sa boussole. Bah voilà, là c'est Power BI, c'est sa boussole et ça lui permet de se dire est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais, ça répond aux stratégies que j'avais mis en place? Et si c'est pas le cas, bah, quelle démarche je fais pour ajuster ou partir sur d'autres perspectives, d'autres objectifs. Et pour intégrer l'IA au sein des entreprises, est-ce qu'il existe des règles ou des normes qui régissent son utilisation? Alors non, pas encore aujourd'hui, ça commence à se faire comme on en parlait juste avant. Euh, En fait, je pense que la société et le tissu économique, il est plutôt dans une posture de réaction actuellement, parce que ça va tellement vite et c'est tellement puissant que pour l'instant, de normer les choses, c'est trop tôt. Mais on voit déjà il y a plein d'abus qui sont faits ou de cas d'usage auxquels on n'avait même pas pensé au départ, qui forcément demandent à se positionner sur comment on l'encadre. Euh, on voit l'usage de voitures sans conducteur, qu'est-ce que ça va donner s'il y a des accidents. On voit l'usage de reproduction de visages sur des visios où du coup il y a des décisions qui sont prises alors que personne n'est là, ou en tout cas une seule personne qui a usurpé l'identité d'autres personnes. Enfin, voilà, forcément des gens un peu malins les utilisent et ça génère un besoin de normer les choses. Et je pense que assez paradoxalement, ça va pousser la société à revenir à quelque chose de beaucoup plus humain, parce que j'ai du mal à imaginer quelle autre solution on pourrait avoir pour être sûr que la personne qu'on a à l'autre bout de l'écran, c'est une vraie personne, que de se dire, bah, sur les grosses décisions, les choses importantes, bah, on va faire comme avant, on va se retrouver autour d'un café, autour d'une table, on va se serrer la main, et là, on va être sûr que la personne en face, c'est la bonne, et que la décision qui a été prise, bah, elle a été prise avec deux êtres humains, quoi. Donc, moi, je suis sûr que ça va ramener à plus d'humains, et on le voit, enfin, je pense qu'avec les exemples que je viens de vous donner là, on peut imaginer plein de cas où
ça va être fondamental de faire ça enfin, moi, je pense aux militaires, tellement de choses qui peuvent faire peur, d'usurpation d'identité ou sur des grosses décisions. Donc, forcément, ça va être normé d'une manière ou d'une autre. Mais actuellement, pas encore trop, si ce n'est juste ce qu'on sait déjà sur le RGPD, sur le respect des droits d'accès aux données. Ça, c'est étendu à l'IA, mais voilà, c'est tellement dur de le piloter, de l'acter pour l'instant que ouais, ça reste encore assez flou maintenant. Merci beaucoup Damien d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Tu as peut-être un dernier mot? Je profite d'avoir un peu cet accès et ce podcast-là pour dire que pour moi, c'est vraiment, ça reste un outil, l'IA. C'est pas, on entend beaucoup, ça va remplacer les métiers, ça va remplacer l'humain. Oui, il y a plein de métiers ou plein de tâches répétitives qui vont pouvoir être automatisées ou remplacées par des IA. Mais je pense que vous l'avez vu, ça va forcément ramener encore une fois, paradoxalement, beaucoup plus d'humains. Et je pense qu'aussi les gens, une fois qu'ils vont l'utiliser, ça va réveiller chez eux ou une réflexion sur, mais finalement, est-ce que ces outils sont faits pour moi? Est-ce que je résonne avec leur utilisation? Enfin, moi, j'entends souvent parler autour de moi de gens qui essayent d'appeler des mairies ou des services sociaux ou voilà, et qui finalement soit sont mis en contact avec un espèce de chatbot informel, soit arrivent pas à voir les gens ou machin. Et en fait, on sent que la société, elle se tend à cet endroit-là parce que les gens, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si mal d'avoir un être humain au bout du fil, que même si des fois, ils sont pas agréables ou quoi, mais en fait, ils s'adaptent exactement à ce qu'on recherche, ils sont à l'écoute et que ben, c'est hyper important et que je pense que ça fait partie de notre ADN et que ben, même si l'IA c'est puissant dans plein d'aspects et de potentielles utilisations dans les entreprises, je pense que ça va nous résonner à certains endroits chez nous et ça va ramener de l'humain dans tout. Merci Damien d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. Et restez à l'écoute, on vous prépare de nouveaux épisodes. À bientôt! À bientôt!